Bonjour, je m'appelle David Issartial, je suis formateur expert et conférencier de la transition écologique. J'accompagne les décideurs politiques et leurs administrations dans leur trajectoire environnementale. J'aide les chefs d'entreprise et leurs équipes à faire vivre leur RSE. Dans cette capsule, je vais vous parler de l'eau. Sans l'eau, il n'y aurait pas de vie sur Terre. Pas de vie terrestre, aquatique, animale ou végétale. Nos paysages sont façonnés et nourris par elle. Le volume total des réserves d'eau sur Terre est estimé à 1,4 milliard de kilomètres cubes. Cette énorme quantité est composée d'eau salée, à environ 97%, et seulement de 3% d'eau douce. L'eau douce est essentielle à la vie de tous les êtres vivants. Elle est stockée dans les glaciers, plus de 75%, les nappes souterraines, 20%, les eaux de surface, 1,5%. Donc il y a l'eau salée et l'eau douce, mais il faut aussi identifier la différence entre l'eau verte et l'eau bleue. L'eau bleue, c'est celle qui transite rapidement dans les cours d'eau, les lacs, les nappes phréatiques, vers la mer. Elle représente environ 40% de la masse totale des précipitations. L'eau verte est cette eau qui est stockée dans le sol et la biomasse. Elle peut être évaporée par les sols ou absorbée, puis évapotranspirée par les plantes. En termes de flux d'eau douce, c'est l'eau la plus importante. Elle totaliserait près de 60% de la masse des précipitations. Toute cette eau vit un cycle qu'on appelle le grand cycle de l'eau. Je vous explique rapidement les principales étapes. Les précipitations font tomber sur Terre une partie de l'eau présente dans l'atmosphère sous forme liquide, de pluie, de rosée, de neige ou de grêle. En tombant sur la Terre, ces précipitations vont s'infiltrer dans le sol ou ruisseler. En fonction de la perméabilité des sols, l'eau va être captée en surface par les sols et les racines des végétaux et ou aussi s'infiltrer en profondeur pour alimenter les nappes phréatiques. Il y a aussi le ruissellement. Toute l'eau qui ne s'infiltre pas dans le sol va ruisseler pour alimenter les cours d'eau. Mais en fonction de la force de ces précipitations, de leur durée et de la perméabilité du sol, ces précipitations peuvent provoquer des crues, des inondations, une très forte érosion des sols. Sans oublier l'évaporation ou la transformation de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux sous l'effet de la chaleur et du rayonnement solaire. Il faut y ajouter l'évapotranspiration des écosystèmes terrestres. Enfin, la condensation, elle se produit lorsque l'air chargé en vapeur d'eau remonte et refroidit au contact des températures froides de la haute atmosphère. On assiste alors à la formation des nuages qui vont précipiter, d'où cette notion de cycle. L'action humaine peut perturber chaque étape, particulièrement par le déboisement, l'urbanisation et l'imperméabilisation des sols, l'agriculture intensive, les industries consommatrices d'eau. En France, 17 millions d'habitants en métropole et 9 millions d'emplois sont dès aujourd'hui concernés par le risque d'inondation par débordement des cours d'eau. Certains sujets ont fait l'actualité récemment sur le sujet de l'eau. Vous avez sûrement entendu parler de Sainte-Soline. Les mégabassines sont des infrastructures qui puisent de l'eau dans les nappes phréatiques en hiver pour les utiliser dans l'agriculture l'été, quand les précipitations sont moindres. Les opposants dénoncent une appropriation de la ressource en eau. En moyenne, la surface d'une bassine est de 8 hectares, mais les plus grandes atteignent jusqu'à 18 hectares et peuvent contenir l'équivalent de 300 piscines olympiques. La Clusa, la commune épinglée par l'Office français de la biodiversité, a prélevé plus de 135 000 mètres cubes d'eau depuis les années 2000, et ce dans le but d'assurer l'enneigement des pistes de ski. L'équivalent de 36 piscines olympiques pompées illégalement par la station de ski de la Clusa entre 2014 et 2023. Des volumes probablement largement inférieurs à ceux réellement siphonnés. On ne va pas parler des lois ici. Pourtant, le cadre législatif français est riche. La loi de 1964, elle pose le principe d'une gestion de l'eau par grands bassins versants, 12 dont 7 en métropole et 5 ultramarins. Les bassins hydrographiques rattachés aux principaux fleuves français. Cette loi crée les agences de l'eau qui mettent en œuvre les principes pollueur-payeur et utilisateur-payeur dans une logique qui peut être résumée par la formule « l'eau paye l'eau ». La loi de 1992, elle organise la planification dans le domaine de l'eau. Elle prévoit qu'un schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, SDAGE,
est élaboré pour chacun des bassins hydrographiques. La loi de 2004 oriente la politique de l'eau vers des objectifs de résultat, parmi lesquels l'atteinte du bon état des eaux à l'horizon 2015. Il a été possible de repousser cette échéance à 2021, voire 2027. La loi de 2006 refonde les principes de tarification de l'eau, notamment afin de garantir une plus grande transparence aux consommateurs. Elle introduit le principe du droit à l'eau. Non, on ne va pas parler des lois existantes ou à venir. Nous, on va parler d'un passage à l'acte, qu'il s'agisse de gestion des milieux aquatiques, de la gestion des eaux pluviales, de la prévention des inondations, de la gestion quantitative de la ressource, de la production et de la distribution de l'eau potable ou même de l'assainissement des eaux usées, la défense contre l'incendie et les pollutions du milieu. De nombreux acteurs institutionnels sont à la manœuvre. Qu'on l'appelle hydrologie régénérative ou solution fondée sur la nature, les actions possibles sont de trois types. La préservation d'écosystèmes fonctionnels en bon état écologique, l'amélioration de la gestion des écosystèmes pour une utilisation durable par des activités humaines et la restauration d'écosystèmes dégradés ou la création d'écosystèmes. Les exemples les plus courants que l'on peut citer, sans être exhaustifs, seraient la restauration de zones humides pour réguler les inondations, la végétalisation de bassins versants pour ralentir le ruissellement, la désimperméabilisation des sols pour favoriser la gestion des eaux de pluie à la source et lutter contre les îlots de chaleur urbains, les plantations sur les berges pour limiter la vitesse des courants des cours d'eau, l'aménagement de zones d'expansion de crues ou encore le reméandrement d'un cours d'eau pour ralentir son flux et limiter les risques d'inondation et de débordement. Vous voyez, des solutions, il y en a. Je veux aussi vous parler de la technique du keyline design qui date des années 1950, excusez du peu. C'est une approche holistique, biodynamique, s'inspirer de cette technique pour nous aider à exprimer au mieux le potentiel de chaque parcelle de terrain est aujourd'hui essentiel. Vous, décideurs politiques, et vous qui êtes un maillon de l'administration, vous voulez être accompagné dans votre trajectoire environnementale.